SOS de l'ombre, chapitre 6. Nous étions alors installés provisoirement à Wilno, en Pologne, de passage, ainsi que ma mère aimait à le souligner, en attendant d'aller nous fixer en France, où je devais grandir, étudier, devenir quelqu'un. Elle gagnait notre vie en façonnant, avec l'aide d'une ouvrière, des chapeaux pour dames dans notre appartement transformé en grand salon de mode de Paris. Un jeu habile d'étiquettes falsifiées faisait croire aux clientes que les chapeaux étaient l'œuvre d'un couturier parisien célèbre de l'époque, Paul Poiret. Inlassablement, elle allait de maison en maison avec ses cartons. Une femme encore jeune, aux grands yeux verts, au visage illuminé par une volonté maternelle indomptable, et qu'aucun doute ne pouvait ni effleurer, ni encore moins entamer. Je restais à la maison avec Agnella, qui nous avait suivis lors de notre départ de Moscou 1 an auparavant. Nous étions alors dans une situation matérielle déplorable. Les derniers bijoux de famille, les vrais cette fois, avaient été depuis longtemps vendus et il faisait terriblement froid à Wilno, où la neige montait lentement du sol le long des murs sales et gris. Les chapeaux se vendaient assez mal. Lorsque ma mère revenait de ses courses, le propriétaire de l'immeuble l'attendait parfois dans l'escalier pour lui annoncer qu'il allait nous jeter à la rue si le loyer n'était pas payé dans les 24 heures. Le loyer, en général, était payé dans les 24 heures. Comment? Je ne le saurai jamais. Tout ce que je sais, c'est que le loyer était toujours payé, le poêle allumé, et ma mère m'embrassait et me regardait avec cette flamme de fierté et de triomphe dans les yeux, dont je me souviens si bien. Nous étions alors vraiment au fond du trou. Je ne dis pas de l'abîme, parce que j'ai appris depuis que l'abîme n'a pas de fond, et que nous pouvons tous y battre des records de profondeur sans jamais épuiser les possibilités de cette intéressante institution. Ma mère revenait de ses périples à travers la ville enneigée, posait ses cartons à chapeau dans un coin, s'asseyait, allumait une cigarette et me regardait avec un sourire radieux. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?»« Rien. Viens m'embrasser. » J'allais l'embrasser. Ses joues sentaient le froid. Elle me tenait contre elle, fixant par-dessus mon épaule quelque chose de lointain, avec un air émerveillé, puis elle disait « Tu seras ambassadeur de France. » Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'étais d'accord. Je n'avais que 8 ans, mais ma décision était déjà prise. Tout ce que ma mère voulait, j'allais le lui donner. Bien, disais-je, nonchalamment. Agnella, assise près du poêle, me regardait avec respect. Ma mère essuyait des larmes de bonheur. Elle me serrait dans ses bras. « Tu auras une voiture automobile. » Elle venait de parcourir la ville à pied, par 10 degrés au-dessous de zéro. Il faut patienter un peu, voilà tout. Le bois craquait dans le poêle de faïence. Dehors, la neige donnait au monde une étrange épaisseur et une dimension de silence que la clochette d'un traîneau venait souligner parfois. Agnella, la tête penchée, était en train de coudre une étiquette Paul Poiret, Paris, sur le dernier chapeau de la journée. Le visage de ma mère était à présent heureux et apaisé, sans trace de souci. Les marques de fatigue avaient elles-mêmes disparu. Son regard errait dans un pays merveilleux, et, malgré moi, je tournais la tête dans sa direction pour chercher à apercevoir cette terre de la justice rendue et des mères récompensées. Ma mère me parlait de la France comme d'autres mères parlent de Blanche-Neige et du Chaboté, et, malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu me débarrasser entièrement de cette image féerique d'une France de héros et de vertus exemplaires. Je suis probablement un des rares hommes au monde restés fidèles à un conte de nourrice. Malheureusement, ma mère n'était pas femme à garder pour elle ce rêve consolant qui l'habitait. Tout chez elle était immédiatement extériorisé, proclamé, déclamé, claironné, projeté au dehors, avec, en général, accompagnement de lave et de cendres. Nous avions des voisins, et ces voisins n'aimaient pas ma mère. La petite bourgeoisie de Wilno n'avait rien à envier à celle d'ailleurs, et les allées et venues de cette étrangère, avec ses valises et ses cartons, jugées mystérieuses et louches, eurent vite fait d'être signalées à la police polonaise, très soupçonneuse, à cette époque, à l'égard des Russes réfugiés. Ma mère fut accusée de recel d'objets volés. Elle n'eut aucune peine à confondre ses détracteurs, mais la honte, le chagrin, l'indignation, comme toujours chez elle, prirent une forme violemment agressive. Après avoir sangloté quelques heures, parmi ses chapeaux bouleversés, les chapeaux de femme sont restés jusqu'à ce jour une de mes petites phobies, elle me prit par la main et, après m'avoir annoncé qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire,
Elle me traîna hors de l'appartement, dans l'escalier. Ce qui suivit fut pour moi un des moments les plus pénibles de mon existence, et j'en ai connu quelques-uns. Ma mère allait de porte en porte, sonnant, frappant, et invitant tous les locataires à sortir sur le palier. Les premières insultes à peine échangées, là ma mère avait toujours et incontestablement le dessus, elle m'attira contre elle, et, me désignant à l'assistance, elle annonça hautement et fièrement, d'une voix qui retentit encore en ce moment à mes oreilles: Sale petite punaise bourgeoise, vous ne savez pas à qui vous avez l'honneur de parler. Mon fils sera ambassadeur de France, chevalier de la Légion d'honneur, grand auteur dramatique, Ibsen, Gabriele D'Annunzio. Elle chercha quelque chose de tout à fait écrasant, une démonstration suprême et définitive de réussite terrestre. Il s'habillera à Londres. J'entends encore le bon gros rire des punaises bourgeoises à mes oreilles. Je rougis encore en écrivant ces lignes. Je les entends clairement et je vois les visages moqueurs, haineux, méprisants. Je les vois sans haine. Ce sont des visages humains, on connaît ça. Il vaut peut-être mieux dire tout de suite, pour la clarté de ce récit, que je suis aujourd'hui consul général de France, compagnon de la Libération, officier de la Légion d'honneur, et que si je ne suis devenu ni Ibsen ni D'Annunzio, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et qu'on ne s'y trompe pas, je m'habille à Londres. J'ai horreur de la coupe anglaise, mais je n'ai pas le choix. Je crois qu'aucun événement n'a joué un rôle plus important dans ma vie que cet éclat de rire qui vint se jeter sur moi dans l'escalier d'un vieil immeuble de Wilno au numéro 16 de la Grande Polianka. Je lui dois ce que je suis, pour le meilleur et pour le pire. Ce rire est devenu moi. Ma mère se tenait debout sous la bourrasque, la tête haute, me serrant contre elle. Il n'y avait aucune trace de gêne ou d'humiliation. Elle savait. Ma vie, au cours des semaines qui suivirent, ne fut pas agréable. J'avais beau n'avoir que 8 ans, mon sens du ridicule était très développé, et ma mère y était pour quelque chose naturellement. Je m'y suis fait à peu près. J'ai appris lentement, mais sûrement, à perdre le pantalon en public, sans me sentir le moins du monde gêné. Cela fait partie de l'éducation de tout homme de bonne volonté. Il y a longtemps que je ne crains plus le ridicule. Je sais aujourd'hui que l'homme est quelque chose qui ne peut pas être ridiculisé. Mais durant ces quelques minutes que nous demeurâmes sur le palier, sous les quolibets, les sarcasmes et les insultes, ma poitrine se transforma en une cage, dont un animal pris de honte et de panique cherchait désespérément à s'arracher. Il y avait alors, dans la cour de l'immeuble, un dépôt de bois, et ma cachette favorite se trouvait au centre de cet entassement de bûches. Je me sentais merveilleusement en sécurité lorsque, après des acrobaties expertes, les bûches s'élevaient à une hauteur de 2 étages. Je parvenais à m'y glisser, protégé de tous côtés par des murs de bois humides et parfumés. J'y passais de longues heures avec mes jouets favoris, entièrement heureux et inaccessibles. Les parents interdisaient à leurs enfants de s'approcher de cet édifice fragile et menaçant. Un fagot déplacé, une poussée malencontreuse, risquait de tout faire crouler et de vous enterrer. J'avais acquis une grande agilité à me faufiler à travers les étroits corridors de cet univers où je régnais en maître absolu, où le moindre faux pas risquait de provoquer une avalanche, mais où je me sentais chez moi. En déplaçant savamment les bûches, je m'étais aménagé des galeries et des passages secrets, des tanières, tout un monde sûr et amical, si différent de l'autre, où je me glissais comme un furet et où je demeurais tapi, malgré l'humidité qui mouillait peu à peu le fond de ma culotte et me glaçait le dos. Je savais exactement quelle pièce il fallait retirer pour m'ouvrir un passage, et je les replaçais toujours soigneusement derrière moi, pour augmenter encore mon sentiment d'inaccessibilité. Ce fut donc vers mon domaine de bois que je courus ce jour-là, dès que je pus le faire décemment, c'est-à-dire sans donner l'impression que j'abandonnais ma mère seule devant l'ennemi. Nous demeurâmes jusqu'au bout sur le terrain, et nous le quittâmes les derniers. En quelques mouvements experts, retrouvant mes galeries secrètes, relevant une à une les bûches sur mon passage, je fus au cœur de l'édifice, avec 5 ou 6 mètres d'épaisseur protectrice au-dessus de ma tête, et là, entouré de cette carapace, sûr enfin que personne ne me voyait, j'éclatai en sanglots. Je pleurai longuement. Après quoi, j'examinai attentivement les bûches au-dessus et autour de moi, afin de choisir exactement celles qu'il fallait retirer pour en finir une fois pour toutes, pour que ma forteresse de bois mort croulât sur moi d'un seul coup et me délivrât de la vie.
Je les touchais une à une avec gratitude. Je me souviens encore de leur contact amical et rassurant, et de mon nez humide, et de la tranquillité qui s'était soudain faite en moi à l'idée que je n'allais plus jamais être humilié ni malheureux. Le mouvement devait consister à pousser les bûches à la fois avec mes jambes et avec mon dos. Je me mis en position. Puis je me rappelai que j'avais dans ma poche un morceau de gâteau au pavot que j'avais volé le matin dans l'arrière-boutique d'une pâtisserie située dans l'immeuble, et que le pâtissier laissait sans surveillance lorsqu'il avait des clients. Je mangeai le gâteau, je me remis ensuite en position et, avec un gros soupir, me préparai à pousser. Je fus sauvé par un chat. Son museau apparut brusquement devant moi entre les bûches, et nous nous regardâmes un instant avec étonnement. C'était un incroyable matou, pelé, galeux, couleur de marmelade d'orange, aux oreilles en lambeaux, et avec une de ces mouines moustachues, patibulaires et renseignées, que les vieux matous finissent par acquérir à force d'expériences riches et variées. Il me regarda attentivement, après quoi, sans hésiter, il se mit à me lécher la figure. Je n'avais aucune illusion sur les mobiles de cette soudaine affection. J'avais encore des parcelles de gâteau au pavot répandues sur mes joues et mon menton, collées par mes larmes. Ces caresses étaient strictement intéressées, mais cela m'était égal. La sensation de cette langue râpeuse et chaude sur mon visage me fit sourire de délice. Je fermai les yeux et me laissai faire. Pas plus à ce moment-là que plus tard, au cours de mon existence, je n'ai cherché à savoir ce qu'il y avait exactement derrière les marques d'affection qu'on me prodiguait. Ce qui comptait, c'est qu'il y avait là un museau amical et une langue chaude et appliquée qui allait et venait sur ma figure avec toutes les apparences de la tendresse et de la compassion. Il ne m'en faut pas davantage pour être heureux. Lorsque le matou eut fini ses épanchements, je me sentis beaucoup mieux. Le monde offrait encore des possibilités et des amitiés qu'il n'était pas possible de négliger. Le chat se frottait à présent contre mon visage en ronronnant. J'essayai d'imiter son ronron, et nous eûmes une pinte de bon temps, en ronronnant tous les deux, à qui mieux. Je ramassai les miettes du gâteau au fond de ma poche et les lui offris. Il se montra intéressé, et s'appuyant contre mon nez, la queue raide, il me mordit l'oreille. Bref, la vie valait à nouveau la peine d'être vécue. 5 minutes plus tard, je grimpai hors de mon édifice de bois et me dirigeai vers la maison, les mains dans les poches, en sifflotant, le chat sur mes talons. J'ai toujours pensé depuis qu'il vaut mieux avoir quelques miettes de gâteau sur soi, dans la vie, si on veut être aimé d'une manière vraiment désintéressée. Il va sans dire que les mots Francouski Poslanik, ambassadeur de France, me suivirent partout pendant de longs mois, et lorsque le pâtissier Michka me surprit enfin en train de m'esquiver sur la pointe des pieds, un énorme morceau de gâteau au pavot à la main, toute la cour fut invitée à constater que l'immunité diplomatique ne s'étendait pas à une certaine partie bien connue de mon individu. Chapitre 7. La dramatique révélation de ma grandeur future, faite par ma mère au locataire du numéro 16 de la Grande Poulanka, n'eut pas sur tous les spectateurs le même effet désopilant. Il y avait parmi eux un certain monsieur Piekielny, ce qui en polonais veut dire infernal. Je ne sais dans quelles circonstances les ancêtres de cet excellent homme avaient acquis ce nom peu ordinaire, mais jamais un nom n'alla plus mal à celui qui en fut affublé. Monsieur Piekielny ressemblait à une souris triste, méticuleusement propre de sa personne et préoccupée. Il avait l'air aussi discret, effacé et pour tout dire absent que peut l'être un homme obligé malgré tout, par la force des choses, à se détacher, ne fût-ce qu'à peine, au-dessus de la terre. C'était une nature impressionnable, et l'assurance totale avec laquelle ma mère avait lancé sa prophétie en posant une main sur ma tête, dans le plus pur style biblique, l'avait profondément troublé. Chaque fois qu'il me croisait dans l'escalier, il s'arrêtait et me contemplait gravement, respectueusement. Une ou deux fois, il se risqua à me tapoter la joue. Puis il m'offrit 2 douzaines de soldats de plomb et une forteresse en carton. Il m'invita même dans son appartement et me combla de bonbons et de rahatlokum. Pendant que je m'empiffrais, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, le petit homme demeurait assis en face de moi, caressant sa barbiche roussie par le tabac. Et puis un jour, enfin, vint la pathétique requête, le cri du cœur, l'aveu d'une ambition dévorante et démesurée que cette gentille souris grise humaine cachait sous son gilet.
Quand tu seras... Il regarda autour de lui avec un peu de gêne, conscient sans doute de sa naïveté, mais incapable de se dominer. Quand tu seras tout ce que ta mère a dit. Je l'observai attentivement. La boîte de Raat Lokoum était à peine entamée. Je devinai instinctivement que je n'y avais droit qu'en raison de l'avenir éblouissant que ma mère m'avait prédit. Je serai ambassadeur de France, dis-je avec aplomb. Prends encore un Raat Lokoum, dit M. Pielkenny, en poussant la boîte de mon côté. Je me servis, il toussa légèrement. Et les mères sentent ces choses-là, dit-il. Peut-être deviendras-tu vraiment quelqu'un d'important. Peut-être même écriras-tu dans les journaux ou des livres. Il se pencha vers moi et me mit une main sur le genou. Il baissa la voix. Eh bien, quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire. Une flamme d'ambition insensée brilla soudain dans les yeux de la souris. Promets-moi de leur dire, au numéro 16 de la rue Grande Pohulanka, à Vilno, habitait M. Pielkenny. Son regard était plongé dans le mien avec une muette supplication. Sa main était posée sur mon genou. Je mangeais mon Raat Lokoum en le fixant gravement. À la fin de la guerre en Angleterre, où j'étais venu continuer la lutte 4 ans auparavant, Sa Majesté la reine Élisabeth, mère de la souveraine actuelle, passait mon escadrille en revue sur le terrain de Hertford Bridge. J'étais figé au garde-à-vous avec mon équipage à côté de mon avion. La reine s'arrêta devant moi et, avec ce bon sourire qui l'avait rendu si justement populaire, me demanda de quelle région de France j'étais originaire. Je répondis, avec tact, de Nice, afin de ne pas compliquer les choses pour sa gracieuse majesté. Et puis ce fut plus fort que moi. Je crus presque voir le petit homme s'agiter, gesticuler, frapper du pied, s'arracher les poils de sa barbiche, essayant de se rappeler à mon attention. Je tentai de me retenir, mais les mots montèrent tout seuls à mes lèvres, et, décidé à réaliser le rêve fou d'une souris, j'annonçai à la reine, à haute et intelligible voix, au numéro 16 de la rue Grande Pohulanka à Vilno habitait un certain monsieur Pielkenny. Sa Majesté inclina gracieusement la tête et continua la revue. Le commandant de l'escadrille Lorraine, mon cher Henri de Rancourt, me jeta un regard venimeux au passage. Mais quoi? J'avais gagné mon Raat Lokoum. Aujourd'hui, la gentille souris de Vilno a depuis longtemps terminé sa minuscule existence dans les fours crématoires des nazis, en compagnie de quelques autres millions de juifs d'Europe. Je continue cependant à m'acquitter scrupuleusement de ma promesse, au gré de mes rencontres avec les grands de ce monde, des estrades de l'ONU à l'ambassade de Londres, du palais fédéral de Berne à l'Élysée, devant Charles de Gaulle et Wyszynski, devant les hauts dignitaires et les bâtisseurs pour Milan, je n'ai jamais manqué de mentionner l'existence du petit homme. Et j'ai même eu la joie de pouvoir annoncer plus d'une fois sur les vastes réseaux de la télévision américaine, devant des dizaines de millions de spectateurs, qu'au numéro 16 de la rue Grande Pohulanka à Vilno habitait un certain monsieur Pielkenny. Dieu ait son âme. Mais enfin, ce qui est fait, et les os du petit homme, transformés à la sortie du four en savon, ont depuis longtemps servi à satisfaire les besoins de propreté des nazis. J'aime toujours autant le Raat Lokoum. Cependant, ma mère n'ayant jamais cessé de me voir autrement que comme un mélange de Lord Byron, Garibaldi, D'Annunzio, D'Artagnan, Robin Hood et Richard Cœur de Lion, je suis à présent obligé de faire très attention à ma ligne. Je n'ai pas pu accomplir toutes les prouesses qu'elle attendait de moi, mais j'ai tout de même réussi à ne pas trop prendre de ventre. Tous les jours, je me livre à des exercices d'assouplissement et 2 fois par semaine, je fais de la course à pied. Je cours, oh comme je cours. Je fais également de l'escrime, du tir à l'arc et au pistolet, du saut en hauteur, du saut de cartes, des poids et haltères. Et je sais encore jongler avec 3 balles. Évidemment, dans votre 45e année, il est un peu naïf de croire à tout ce que votre mère vous a dit, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai pas réussi à redresser le monde, à vaincre la bêtise et la méchanceté, à rendre la dignité et la justice aux hommes, mais j'ai tout de même gagné le tournoi de ping-pong à Nice en 1932, et je fais encore chaque matin mes 12 tractions couchées, alors il n'y a pas lieu de se décourager.